Bonjour à tous, donc comme promis, voilà la vidéo. En réalité, c'est la troisième fois que j'enregistre, puisqu'à chaque fois j'ai eu un problème avec les enregistrements précédents, puisque le son n'était pas bon. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Voilà, donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, soyez prêts pour suivre ce cours. Vous avez besoin d'une feuille, d'un bic pour prendre des notes, parce que vous n'allez pas réécouter toutes mes vidéos en boucle. Donc il vous faut un bic, une feuille pour prendre notes et votre syllabus. Syllabus de physiologie général, partie 1. Si vous n'avez pas encore tout ça, vous mettez pause avant de lire la suite. L'idée c'est que on continue et je vais faire un bref rappel sur ce qu'on a déjà vu puisque c'est un chapitre qui est important, le système nerveux. Et donc je vous conseille de prendre la page 72 ou 72 pour ceux qui préfèrent. Chapitre 9, le système nerveux. Donc si vous avez ces pages devant vous, c'est celles qu'on avait déjà lues ensemble. Et en résumé, on va revenir là-dessus parce que j'ai eu des questions. On a donc bien différents types de cellules qui vont composer un tissu. Le tissu nerveux est donc composé de neurones, qui sont un type de cellule, mais aussi de cellules gliales. Les cellules gliales que l'on voit ici, ces cellules gliales, c'est des cellules de soutien principalement et qui vont aussi aider à isoler et à fournir des nutriments. Donc, on se focalisera principalement sur les neurones, puisque c'est eux qui vont permettre de transmettre l'information par cet influx nerveux. Donc, c'est celles-là qui vont nous intéresser le plus dans le système nerveux. Cependant, si on regarde les différentes cellules qui composent le tissu nerveux, il s'agit bien de neurones excitables et qui permettent de transmettre l'influx, et les cellules gliales qui, elles, ont un rôle de soutien, d'isolation et qui permettent d'amener les nutriments. Alors, elles vont fournir les nutriments, mais elles vont aussi permettre de nettoyer la matrice extracellulaire. On a vu que le tissu nerveux était principalement composé de cellules. Il avait une matrice extracellulaire assez pauvre. On avait fait la comparaison avec le tissu épithélial. Et donc, effectivement, on va avoir peu de matrice extracellulaire. Cette faible quantité de matrice extracellulaire fait que ça ne peut pas fonctionner comme pour le tissu conjonctif par exemple, où on avait vu que les vaisseaux sanguins allaient amener des nutriments qu'ils allaient relarguer dans la matrice extracellulaire, donc dans cette sorte de gel dans lequel vont flotter les cellules, et les cellules allaient se servir dans cette matrice extracellulaire pour leurs besoins et donc les faire traverser ces éléments nutritifs à travers leur membrane cellulaire. Ici, comme il y a peu de matrice extracellulaire, eh bien, il faut vraiment un apport ciblé des éléments nutritifs. Cet apport ciblé, il se passe donc grâce aux cellules gliales. On voit qu'on a différents types de cellules. Les astrocytes, oligodendrocytes, cellules de la microglie et les cellules épendymères qui vont être principalement au niveau du système nerveux central, tandis que les cellules de Schwann et les cellules satellites vont se situer au niveau du système nerveux périphérique. Ces cellules gliales que vous voyez sont premièrement celles-ci, par exemple, qu'on avait vu, les astérocytes, qui avaient pour but d'alimenter les neurones. On voit qu'ici elles sont connectées à un vaisseau sanguin et donc elles vont aller chercher les nutriments et les amener directement au niveau du neurone. Donc elles ont un rôle de nutrition. Ici on a les cellules de la microglie qui ont plutôt un rôle de nettoyage. Ici on va avoir des rôles d'isolation avec les oligodendrocytes et ici avec les cellules épendymères, c'est ce qu'on a vu avec le canal de l'épendym. Dans le système nerveux central, on va avoir donc au niveau de la moelle épinière, un canal central. On avait vu qu'on avait les différentes... on allait avoir le liquide céphalorachidien, qui allait circuler au niveau de l'encéphale, donc tout autour de l'encéphale, mais qui allait aussi circuler tout autour de la moelle épinière et au centre de la moelle épinière. Ok. Et donc, oui, et ça c'était bien effectivement lié à la présence de ces 4 cavités qui sont à l'intérieur du système nerveux central, donc à l'intérieur du cerveau. Et on avait vu que on allait avoir dans ces cavités la fabrication du liquide céphalorachidien. Si vous vous souvenez, donc ces 4 cavités, elles avaient comme nom les ventricules. On parlait des 4 ventricules. Avec ces cellules particulières qui allaient fabriquer le liquide céphalorachidien. Et donc, ce liquide céphalorachidien, il va
s'écouler dans ces cavités et puis continuer à descendre dans et autour de la moelle épinière. Ces cellules de l'épendyme, elles vont recouvrir l'intérieur, le canal central de la moelle épinière. Elles vont permettre, grâce à la présence de cils et de microtubules, le transfert et donc la circulation ici de ce liquide céphalorachidien. Et qui permet donc d'avoir une circulation du liquide céphalorachidien ici dans le canal, mais aussi tout autour de l'encéphale. Ensuite, on avait les cellules satellites qui sont ici, autour du corps cellulaire, et les cellules de Schwann, qui elles vont permettre d'isoler principalement l'axone. Important, l'axone, c'est ce qui va principalement se situer au niveau du nerf en tant que tel, c'est donc bien plusieurs axones qui forment un nerf, alors qu'ici, c'est le corps cellulaire, et le corps cellulaire, il se situe où? Donc on a vu que ces cellules satellites et les cellules de Schwann sont bien présentes dans le système nerveux périphérique, mais donc il y a quand même une différenciation, puisque ceux-ci, les corps cellulaires, des amas de corps cellulaires, c'est ce qui va former les ganglions nerveux, pour ceux qui suivent. Donc ici, les ganglions nerveux vont se situer vont être composés de plusieurs corps cellulaires, tandis que le nerf, en tant que tel, va être composé de plusieurs neurones. Axone du neurone. Alors, si on continue, ici les différentes vidéos sur l'influx nerveux que je vous rappelle et que je vous conseille largement de regarder. Donc, comment est-ce que l'influx nerveux peut être décrit? Donc, l'influx nerveux, il va toujours aller dans un sens, c'est-à-dire qu'il va commencer ici au niveau du corps cellulaire, mais plus particulièrement au niveau des dendrites, et il va se propager tout au long de l'axone. Ces dendrites, ils vont recevoir des stimuli même plutôt, et donc ces stimuli vont petit à petit donc être perçus ici, parce que par exemple on va avoir des barosenseurs, donc des récepteurs de pression, on va avoir des thermosenseurs, des récepteurs de température, ça pourrait être aussi parmi une excitation quand on a vu pour la rétine par exemple, une excitation par rapport à un faisceau lumineux, ou bien ça peut être aussi la présence d'un neurone ici en amont, donc un autre neurone qui se situerait avant celui-ci et qui enverrait un signal à celui-ci, principalement par des neurotransmetteurs. Donc ici, ça serait un chimiorécepteur. Ces chimiorécepteurs, ce sont donc bien des récepteurs chimiques. Ces différents stimuli, je vais y arriver, ces différents stimuli, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme impact? Ils vont ici produire l'ouverture de certains canaux. Soit des canaux à sodium, soit des canaux à potassium, soit des canaux à chlore. Si c'est des canaux à sodium, on va avoir une entrée petit à petit de d'une certaine quantité d'ions sodium. L'entrée de ces ions sodium, le sodium, je vous rappelle, c'est Na. Na est chargé positivement et il va créer l'entrée petit à petit d'éléments positifs. Si vous regardez ici, on est au repos, on a des plus à l'extérieur et des moins à l'intérieur. C'est tout simplement pour exprimer le fait qu'on a plus de charges positives à l'extérieur et on a moins de charges positives. Donc comparativement, lui est plus positif et celui-ci est donc négatif. En réalité, il n'y a pas d'éléments négatifs à l'intérieur. Ici, c'est principalement qu'il y a plus de charges positives à l'extérieur. Si maintenant, à ce niveau-ci, on fait rentrer des ions sodium, donc des charges positives, la différence de charges positives entre l'intérieur du neurone et l'extérieur du neurone va diminuer. Ici, c'est quand on est arrivé effectivement à la valeur seuil, c'est-à-dire quand l'influx nerveux s'est déclenché. Donc ce que vous devez comprendre, c'est qu'au repos, on va avoir plus de charges à l'extérieur et moins de charges à l'intérieur. À partir d'un certain moment, on va avoir l'influx qui va démarrer. Le signal chimique qui va se propager de proche en proche. Soit dans ce cas de figure-ci, on a un neurone qui va vraiment propager l'information de proche en proche tout au long de l'axone. Soit ici, on va avoir un influx nerveux qui va avoir une méthode saltatoire. Saltatoire parce qu'il saute, tout simplement. Donc saltatoire parce qu'il y a présence ici de cellules de Schwann. Et donc il va y avoir ici entre deux cellules ce qu'on appelle les nœuds de Ranvier. Et le signal va passer d'un nœud de Ranvier à l'autre. Ce signal-ci, il a pour avantage par rapport à celui-ci d'être beaucoup plus rapide. Donc on va le retrouver principalement dans des neurones qui ont un axone qui est excessivement long, ou bien dans des endroits où on a un influx nerveux qui doit passer de manière très rapide. Ici, dans des axones plus courts, ou à des endroits où effectivement l'influx nerveux ne doit pas être immédiat, on va se retrouver avec ici ce type de neurone qui lui envoie vraiment de proche en proche. Souvent sur une courte distance. Maintenant, comment est-ce que fonctionne cet influx nerveux? Eh bien, tout simplement, on va avoir ici au repos
Donc on a vu au niveau du corps cellulaire, on a une différence de potentiel. On avait vu le moins à l'intérieur et le plus à l'extérieur, qui indiquait tout simplement qu'on avait plus de charge positive à l'extérieur. Cette quantité plus importante de charge positive à l'extérieur, elle est liée à l'action des pompes Na+K+. Elle fait sortir 3 charges de sodium et fait rentrer 2 charges de potassium. Donc ici, on va regarder surtout des différences de concentration en termes de charge. Pas de concentration en termes de type d'ion. Donc ici, on a plus de charges positives à l'extérieur et moins de charges positives à l'intérieur au repos. Ce déséquilibre est maintenu, comme je vous le disais, par les pompes Na+K+. Petit à petit, on a vu qu'au niveau du corps cellulaire, il peut y avoir un stimulus qui va petit à petit faire rentrer, permettre doucement l'entrée de certains ions sodium. L'entrée de certains ions sodium, par exemple, va faire que, ici ça n'est pas le cas, mais on verra ça dans le slide prochain, juste après, il va faire monter petit à petit cette différence de potentiel. Donc si on met un capteur, la différence entre les deux, c'est moins 70. Donc il y a beaucoup plus de charges positives à l'extérieur, de ce côté-ci, et moins de charges positives à l'intérieur. Si petit à petit, on a des éléments sodium qui rentrent, la différence entre l'intérieur et l'extérieur diminue. Donc on n'est plus à moins 70, mais on va à moins 50. Moins 50, c'est la valeur seuil. À cette valeur-là, certains canaux qui se situent au niveau de l'axone vont soudainement tous s'ouvrir en même temps. Ces canaux qui sont donc voltage dépendants, ce sont les canaux à sodium. Ils sont les potassiums et les sodium, les canaux à potassium et les canaux à sodium sont tous les deux voltage dépendants, mais à moins 50 millivolts, ça c'est le signal d'ouverture du sodium. Eux, ils s'ouvrent à cette différence de potentiel. Donc quand on va avoir moins 50 millivolts de différence, c'est-à-dire déjà certaines charges positives qui sont rentrées, une différence moins importante de charges positives entre l'intérieur et l'extérieur, eh bien, les canaux vont s'ouvrir. On va avoir une entrée massive de sodium à l'intérieur. Cette entrée massive, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va provoquer, du coup, plein de charges positives à l'intérieur, et donc une différence qui s'inverse. Si toutes les charges positives rentrent, ou en tout cas une grande partie, eh bien, du coup, on se retrouve avec quelque chose de plus positif à l'intérieur qu'à l'extérieur. Résultat, on monte à plus 30. La différence de potentiel s'est inversée, les charges positives sont à l'intérieur. Ensuite, le fait que notre membrane arrive à plus 30, ça va provoquer l'ouverture des canaux à potassium cette fois-ci, qui eux s'ouvrent à plus 30 uniquement. L'ouverture des canaux à potassium vont du coup rééquilibrer les charges et donc vont permettre la sortie du potassium. Ils sont donc spécifiques, ils sont voltage dépendants, celui-là s'ouvre à moins 50, celui-ci à plus 30, mais aussi ils sont spécifiques par rapport à ce qu'ils transportent. Celui-ci ne laisse passer que du sodium, celui-ci que du potassium. Le potassium sort et vient rééquilibrer les charges, vient redéséquilibrer les charges, c'est-à-dire il va à nouveau charger l'extérieur en charge positive et donc diminuer le nombre d'éléments positifs à l'intérieur. Sortie massive de potassium. Une fois qu'on redescend, il n'est plus à plus 30 et donc il se ferme, sauf qu'il est plus lent pour sa fermeture. Le fait qu'il se ferme de manière plus lente, ça veut dire que tout au long ici de la repolarisation, puisque la première étape c'est bien la dépolarisation, ici c'est polaire, ici il y a une dépolarisation et puis une repolarisation. Il y a une hyperpolarisation ici. Cette hyperpolarisation, elle est liée au fait que trop de potassium sont sortis. Une sortie trop importante de potassium amène du coup à plus encore de charge qu'au départ à l'extérieur et donc une différence entre l'intérieur et l'extérieur qui est encore plus grande que celle de départ. On a donc moins 90, moins 90, moins 90 millivolts. Ensuite, les deux se ferment et les pompes à Na+K+ vont aller rééquilibrer ces éléments-ci. En plus des pompes à Na+K+, on verra qu'au repos et ici, pour retourner au repos, en réalité, la membrane, elle est plus ou moins tout le temps un peu perméable au potassium. Donc celui-ci, il est fermé, mais il y a d'autres canaux à potassium qui permettent le passage. Par contre, la membrane, elle est imperméable au sodium. Le sodium ne traverse pas la membrane, sauf quand ces canaux sont ouverts. Donc ces canaux ne sont ouverts que à moins 50 millivolts. Alors, ici, donc on voit bien les différents types, et ça on les a déjà vus, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ici, donc vous voyez bien qu'il y a certains canaux qui vont s'ouvrir par la présence d'un élément chimique, et d'autres qui vont s'ouvrir
tout simplement par la présence d'une différence de potentiel. Ceux qui s'ouvrent par la présence d'un élément chimique, c'est ceux qui vont se trouver au niveau du corps cellulaire,